Chapitre 3. L'année suivante, mon père, qui depuis longtemps était conseiller général, fut nommé sénateur de la Haute-Vienne. Notre mode de vie changea. J'achevai ma philosophie dans un lycée de Paris. Gandumas ne fut plus pour nous qu'une résidence d'été. Il fut convenu que je préparerais une licence en droit et ferais mon service militaire avant de choisir une carrière. Aux vacances, je revis Madame Aubry qui vint à Gandumas avec mes cousins de Limoges. Je crus comprendre que c'était elle qui avait demandé à les accompagner chez nous. J'offris de lui montrer le parc et trouvai grand plaisir à la conduire vers un pavillon que j'appelais mon observatoire, et dans lequel, au temps où je l'aimais, j'avais souvent passé des dimanches entiers dans une vague rêverie. Elle admira la profonde gorge boisée au fond de laquelle on apercevait des pierres entourées d'écume et les fumées légères de l'usine. Quand elle se leva et se pencha pour mieux voir le mouvement lointain des ouvriers, je plaçai ma main sur son épaule. Elle sourit. J'essayai de l'embrasser, elle m'écarta doucement, mais sans rigueur. Je lui dis que je retournerai à Paris en octobre, que j'aurai un petit appartement à moi sur la rive gauche, que je l'y attendrai. Je ne sais pas, murmura-t-elle, c'est difficile. Dans mon carnet de l'hiver 1906-1907, je trouve de nombreux rendez-vous. Denise Aubry m'avait déçu. J'avais tort. C'était une aimable femme, mais je voulais, je ne sais pourquoi, trouver en elle une camarade d'études en même temps qu'une maîtresse. Elle venait à Paris pour me voir, pour essayer des robes, des chapeaux. Cela m'inspirait un grand mépris. Je vivais dans les livres et ne pouvais comprendre que l'on fût différent de moi. Elle me demanda de lui prêter Gilles, Barrès, Claudel, dont je lui parlais tant. Ce qu'elle m'en dit ensuite me blessa. Elle avait un joli corps, je la désirais très fort dès qu'elle retournait à Limoges. Quand j'avais passé 2 heures avec elle, je souhaitais mourir, disparaître ou discuter avec un ami homme. Mes 2 camarades favoris étaient André Alf, un jeune juif intelligent, un peu ombrageux, que j'avais rencontré à la faculté de droit, et Bertrand de Jussac, un de mes camarades de Limoges qui était entré à Saint-Cyr et venait passer les dimanches chez nous à Paris. Quand j'étais avec Alf ou Bertrand, il me semblait que je plongeais dans une couche de sincérité plus profonde. À la surface était le Philippe de mes parents. Être simple, fait de quelques conventions Marcenat et de quelques faibles résistances. Puis venait le Philippe de Denise Aubry, sensuel et tendre par excès, brutal par réaction. Puis le Philippe de Bertrand, courageux, sentimental. Puis celui de Alf, précis et dur. Et je savais bien qu'au-dessous, il y avait encore un autre Philippe, plus vrai que pour tous les précédents, et qui seul aurait pu me rendre heureux si j'avais coïncidé avec lui. Mais je ne cherchais même pas à le connaître. Vous ai-je parlé de la chambre que j'avais louée dans un petit pavillon rue de Varennes et qui était meublée dans le goût sévère qui était alors le mien? Au mur nu était accroché un masque de Pascal, un masque de Beethoven, étrange témoin de mes aventures. Le divan qui me servait de lit était recouvert d'une grosse toile grise. Sur la cheminée, il y avait un Spinoza, un Montaigne et quelques livres de science. Était-ce désir d'étonner ou sincère amour des idées? Mélange, me semble-t-il, des 2 sentiments. J'étais studieux et inhumain. Denise me dit souvent que ma chambre l'effrayait, mais que pourtant elle l'aimait. Elle avait eu, avant moi, plusieurs amants. Elle les avait toujours dominés. Elle s'attachait à moi. Je le note pour vous avec humilité. La vie nous apprend à tous qu'en amour, la modestie est facile. Les plus déshérités plaisent quelquefois, les plus séduisants échouent. Si je vous dis que Denise tenait à moi plus que je ne tenais à elle, je vous raconterai avec la même sincérité les épisodes beaucoup plus importants de ma vie où la situation fut toute contraire. Pendant la période dont nous parlons, c'est-à-dire entre 20 et 23 ans, j'ai été aimé. J'ai un peu aimé moi-même. À la vérité, je n'avais aucune idée de ce qu'est l'amour. L'idée qu'on pût en souffrir me semblait d'un romantisme insupportable. Pauvre Denise, je la vois étendue sur ce divan, penchée sur moi et interrogeant avec angoisse ce front, pour elle si parfaitement fermé. L'amour, lui disais-je, qu'est-ce que l'amour? Vous ne savez pas ce que c'est? Vous le saurez. Vous aussi, vous serez pris. Je notai au passage le mot « pris » que je trouvais vulgaire. Le vocabulaire de Denise me déplaisait. Je lui en voulais de ne pas parler comme Juliette, comme Clélia Conti. Je faisais devant son âme les gestes agacés que l'on a devant une robe mal coupée. Je tirais en arrière, puis en avant.
pour chercher un équilibre impossible. Je sus plus tard qu'elle avait alors acquis à Limoges une réputation d'intelligence et que mes efforts l'avaient aidée à faire la conquête d'un des hommes les plus difficiles de cette province. L'esprit des femmes est ainsi fait, des sédiments successifs apportés par les hommes qui les ont aimés, de même que les goûts des hommes conservent les images confuses et superposées des femmes qui ont traversé leur vie, et souvent, les souffrances atroces que nous a fait subir une femme deviennent cause de l'amour que nous inspirons à une autre, et de son malheur. M était Mary Graham, une petite Anglaise aux yeux voilés de mystère que j'avais rencontrée chez ma tante Cora. Il faut que je vous parle de cette tante, puisqu'elle joue, dans la suite de mon histoire, un rôle intermittent, mais non sans importance. C'était une sœur de ma mère. Elle avait épousé un banquier, le baron Chouin, et avait toujours eu, je ne sais pourquoi, l'ambition d'attirer chez elle le plus grand nombre possible de ministres, d'ambassadeurs et de généraux. Elle avait formé son premier noyau en étant la maîtresse d'un homme politique assez connu. Elle avait mérité la victoire en exploitant ce succès avec une méthode et une persévérance admirables. On la trouvait avenue Marceau tous les soirs à partir de 6 heures et elle donnait chaque mardi un dîner de 24 couverts. C'était un des rares sujets de plaisanterie de notre famille limousine que les dîners de tante Cora. Mon père soutenait, et je crois qu'il avait raison, qu'elle n'en avait jamais interrompu la série. En été, les dîners étaient transportés dans la villa de Trouville. Ma mère racontait qu'au moment où, sachant mon oncle à la mort, il avait un cancer de l'estomac, elle était venue à Paris pour assister sa sœur, elle était arrivée un mardi soir et avait trouvé Cora faisant sa table. Et Adrien, avait-elle demandé. Il est très bien, dit tante Cora. Aussi bien que son état le comporte, seulement il ne pourra pas dîner à table. Le lendemain, à 7 heures du matin, un domestique avait téléphoné à ma mère. Madame la baronne a le regret d'informer Madame Marcenat que Monsieur le baron est mort subitement cette nuit. Au moment de mon arrivée à Paris, je ne souhaitais pas voir ma tante, ayant été élevée par mon père dans l'horreur du monde. Quand je la connus, elle ne me déplut pas. C'était une femme très bonne, qui aimait à rendre service et qui avait acquis, au contact de tant d'hommes chargés de fonctions diverses, une connaissance un peu confuse, mais réelle, des rouages d'une société. Pour moi, jeune provincial curieux, elle était une mine de renseignements. Elle vit que j'avais plaisir à l'écouter et me prit en amitié. Je fus invité, avenue Marceau, tous les mardis soirs. Peut-être mettait-elle d'autant plus de coquetterie à m'accueillir qu'elle savait mon père et ma mère hostiles à son salon et n'était pas mécontente de triompher d'eux en m'annexant. Les équipes de tante Cora comprenaient naturellement un certain nombre de jeunes femmes, à pas nécessaire. J'entrepris la conquête de plusieurs d'entre elles. Je les avais courtisées sans les aimer, par point d'honneur et pour me prouver à moi-même que la victoire était possible. Je me souviens du calme avec lequel, à la minute où l'une d'elles venait de quitter ma chambre en me souriant tendrement, je m'asseyais dans un fauteuil, prenais un livre et chassais sans effort son image. Ne me jugez pas sévèrement. Je crois que beaucoup de jeunes hommes, comme moi, s'ils n'ont pas le bonheur de trouver tout de suite une maîtresse ou une femme très remarquable, on arrive presque nécessairement à cet égoïsme hautain. Ils sont à la recherche d'un système. Les femmes savent par instinct que de telles entreprises sont vaines et ne les y suivent qu'avec condescendance. Quelque temps, le désir fait illusion, puis, en deux âmes presque hostiles, un invincible ennui s'élève. Pensais-je encore à Hélène de Sparte? C'était un sentiment submergé que j'entrevoyais, cathédrale engloutie, sous les masses sombres de ma froide stratégie. Quelquefois, au concert où j'allais le dimanche, j'apercevais de loin un ravissant profil qui me rappelait par un choc étrange la blonde reine slave de mon enfance et les châtaigniers de Contumace. Alors, pendant tout le concert, j'offrais à ce visage inconnu les puissantes émotions soulevées par la musique, et il me semblait pendant quelques instants que, si je pouvais connaître cette femme, je trouverais enfin en elle l'être parfait, presque divin pour lequel je souhaitais vivre. Puis la reine déchue se perdait dans la foule et moi j'allais rejoindre rue de Varennes une maîtresse que je n'aimais pas. J'ai peine aujourd'hui à comprendre comment je pouvais abriter deux personnages aussi contradictoires. Ils vivaient sur deux plans différents et ne se rencontraient jamais. L'amoureux tendre, avide de dévouement, avait reconnu que la femme aimée n'existait pas dans la vie réelle.
Se refusant à confondre une image adorable et vague avec des figurantes trop grossières, il se réfugiait dans les livres et n'aimait plus que Madame de Morsauf, Madame de Rênal. Le cynique dînait chez Tancora et tenait à sa voisine, si elle lui plaisait, des propos gais et hardis. Après mon service militaire, mon père m'offrit de diriger avec lui notre usine. Il avait maintenant transporté ses bureaux à Paris, où se trouvaient ses clients, grands journaux et grands éditeurs. Ces affaires m'intéressaient beaucoup et je les développais sans cesser de continuer à suivre des cours à lire et à lire. J'allais à Gondumas une fois par mois. Pendant l'hiver, en été, mes parents y vivaient et j'y passais quelques semaines. Je retrouvais avec plaisir en Limousin les promenades solitaires de mon enfance. Quand je n'étais pas à l'usine, je travaillais, soit dans ma chambre qui était restée la même, soit dans mon petit observatoire au-dessus du ravin de la Loue. Toutes les heures, je me levais, j'allais jusqu'au bout de la longue allée de châtaigniers, je revenais du même pas rapide et je reprenais ma lecture. J'étais heureux d'être débarrassé des jeunes femmes qui, à Paris, étendaient sur ma vie un léger mais infranchissable réseau de rendez-vous, de plaintes et de bavardages. Cette Marie Graham, dont je vous ai parlé, était la femme d'un homme que je connaissais bien. Il me déplaisait de serrer la main du mari. La plupart de mes amis l'eussent fait, au contraire, avec une ironique fierté. Mais la tradition de ma famille sur de tels sujets était sévère. Mon père avait fait un mariage de raison qui s'était, comme il arrive si souvent, transformé en mariage d'amour. Il avait été heureux, à sa manière, qui était silencieuse et grave. Il n'avait jamais eu d'aventure amoureuse, au moins depuis son mariage. Pourtant, je le devinais romanesque et sentais confusément que, comme lui, si j'avais le bonheur de trouver une femme qui ressemblât un peu à mon Amazone, je pourrais être heureux et fidèle.